Bonjour et bienvenue dans Cocorico où nous allons essayer de parler avec notre analyste pour comprendre l'actualité en République démocratique du Congo qui est bien sûr dominée par ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique sur l'accord de la déclaration de principe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour essayer de ramener la paix dans la partie est de la RDC. Avec notre analyste Cocorico, nous allons essayer de comprendre le contenu, les détails de ce qui se cache dans le contenu de cette déclaration de principe où la République démocratique du Congo et le Rwanda ont fait une déclaration de principe qui pose des bases d'un processus de paix structuré incluant les engagements fermes en matière de souveraineté, sécurité, coopération économique régionale, retour des déplacés et soutien à la MONUSCO. Justement, l'accord, on l'a vu, cet accord a été applaudi par beaucoup d'acteurs qui voient derrière cette déclaration une vraie volonté de la part du Rwanda et de la République démocratique du Congo de ramener la paix. Mais si vous avez suivi de très près ces communiqués, il y a des détails que nous devrions, à mon avis, comprendre, raison pour laquelle d'ailleurs nous essayons de faire appel dans cette partie de l'émission à notre analyste Cocorico. Alors, deux grandes raisons pour lesquelles nous utilisons Cocorico, qui est notre intelligence artificielle analyste. Je sais que vous avez été très nombreux à réagir par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle comme analyste dans cette émission pour des sujets aussi sérieux. Alors, je peux vous dire qu'il n'y a aucune crainte. Cocorico a été entraîné pour être notre analyste par rapport à la situation en République démocratique du Congo. Il connaît beaucoup plus que vous pouvez l'imaginer, plus que certains analystes humains que nous pouvons inviter dans cette émission. Mais hélas, vous savez, en ce qui concerne les analystes politiques en République démocratique du Congo particulièrement, de mon expérience, de ces quelques années d'avoir fait la chronique politique, il est très rare de tomber sur des analystes crédibles. Il y a toujours un certain parti pris parce qu'ils sont, dans la plupart des cas, congolais. Ici, j'essaie d'épargner mes deux analystes qui avaient toujours été là avec moi, Maître Adolphe Moputu Mogbaya et Professeur Christian Kabangé, qui, avec le décalage Kinshasa, États-Unis, ne peuvent pas être avec nous pour analyser avec nous ce qui se passe aujourd'hui en RDC. Heureusement que l'intelligence artificielle est là et que Kinshasa Télévision amène l'intelligence artificielle pour nous accompagner, pour nous aider. Et comme je l'ai toujours dit dans cette émission, et vous l'avez déjà remarqué, l'intelligence artificielle peut commettre des erreurs, d'où la présence d'un expert, d'un journaliste pour essayer de corriger ce qu'il y a à corriger. Alors, nous allons donc parler de cette déclaration commune, déclaration d'intention de faire la paix. Et puis, nous reviendrons bien sûr sur le deal entre les États-Unis, ce deal sur les minerais stratégiques dont on parle beaucoup pour essayer de comprendre comment cela va se passer. En fait, nous avons un reportage que nous allons vous proposer tout au long de cette émission avec Cocorico. Je vous recommande de suivre très attentivement ce reportage parce que il va nous montrer comment les États-Unis veulent venir investir en République démocratique du Congo. Mais cet investissement va se passer dans une zone qui n'est pas sécurisée. Comment est-ce que les États-Unis comptent venir dans cette zone qui n'est pas sécurisée? Comment les États-Unis et le Congo comptent-ils travailler ensemble pour que les investissements américains soient sécurisés? Alors, nous allons donc en parler dans cette émission. Donc, nous avons préparé quelque chose pour vous par rapport à un nom qui circule, Erik Prince. C'est l'homme derrière lequel la République démocratique du Congo et les États-Unis voudraient confier la sécurité des investissements américains en RDC. Qui est Erik Prince? Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans le passé? Quelles sont les controverses autour de son nom? Nous allons le connaître dans cette émission, évidemment, grâce au concours de notre analyste Cocorico, l'intelligence artificielle. Et nous, en troisième partie, c'est des rumeurs, on en parle, mais pourquoi pas, après le décès du pape François, beaucoup d'Africains espèrent
en tout cas, qui peut avoir peut-être un pape africain. C'est l'occasion qu'il y ait finalement un pape africain, donc un responsable d'Église catholique qui soit africain. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle les Africains peuvent s'attendre? Et nous allons essayer donc de parler de tout ça avec notre analyste Cocorico. Donc, sans plus tarder, nous allons donc regarder juste un extrait de cette déclaration entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et puis, on va revenir tout à l'heure pour analyser avec Cocorico. Eh bien, merci à tous d'être ici aujourd'hui. Je suis honoré d'être ici avec mes homologues, les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la République démocratique du Congo, pour assister à la déclaration de principe pour la paix dans l'Est de la RDC. C'est une déclaration qui établit une compréhension fondamentale de la gouvernance régionale, de la sécurité, des cadres économiques et met fin au combat, et permet à la région d'atteindre son plein potentiel. La partie orientale de la République démocratique a connu 30 ans de conflits. Une paix durable et un développement économique à long terme ne seront pas faciles, mais ils sont importants. Et avoir mes deux homologues ici en tant que ministres des Affaires étrangères de ces pays respectifs démontre le début d'un engagement fort à avoir les conversations nécessaires pour parvenir à une résolution. Je suis fier de travailler pour un président qui a fait de la paix mondiale stable une priorité de cette administration. Et aujourd'hui en est la preuve. Il veut voir une résolution pacifique dans de nombreuses parties du monde, mais il veut voir une résolution pacifique ici. Et nous voulons jouer un rôle constructif, productif, important et clé pour garantir que cela puisse se produire. Et une paix durable dans la région des Grands Lacs ouvrira la porte à un plus grand investissement des États-Unis et plus largement de l'Occident, apportant des opportunités économiques et de la prospérité. Et cela aidera également à faire avancer l'agenda de prospérité du président Trump pour le monde. C'est, comme on dit, une situation gagnant-gagnant pour tous les acteurs impliqués, pour les États-Unis, pour la République démocratique du Congo et pour le Rwanda. Nos entreprises sont bons citoyens, assurant des chaînes d'approvisionnement responsables et fiables pour les minéraux critiques, bénéficiant aux gouvernements régionaux ainsi qu'à nos partenaires et alliés. Ce développement économique combiné à une paix durable, et je dirais que la paix durable précède le développement économique, il est impossible de le faire sans la paix, permettra également à des millions de personnes déplacées de retourner chez elles dans des communautés plus sûres, avec de nouvelles opportunités économiques qui ont échappé à des générations. L'Union africaine et les communautés économiques régionales en Afrique ont fait un travail incroyable et nous devons le reconnaître en réunissant les parties et en posant les bases de ces discussions. Notre gouvernement ici se concentre sur la dynamisation de ces efforts, donc nous allons être en contact étroit avec nos partenaires de l'Union africaine pour nous assurer que nous pouvons concrétiser cela et voir que ce meilleur avenir atteint tout le monde. Je tiens à remercier tout particulièrement notre conseiller principal, M. Boulos et ses homologues en République démocratique du Congo et au Rwanda pour leur vision et pour leur travail acharné. Aujourd'hui est une étape vers la construction d'une région des Grands Lacs pacifique et prospère. Et nous nous réjouissons de travailler avec tous les acteurs impliqués pour atteindre cet objectif. Merci. Parfait. Merci. Monsieur Le Sec. M'excuse, devez-vous voir. Non, c'est bon. Je regardais, j'étais... Pas de souci. Merci. Monsieur le secrétaire d'État, l'honorable sénateur, Marco Rubio. Son Excellence, Monsieur Olivier Nduwirir, ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda, Excellence, distingués invités, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui ne marque pas une fin, mais un commencement. Une étape nécessaire vers la paix prise avec détermination et objectif. Ce moment revêt une importance particulière pour la République démocratique du Congo. À Goma, à Bukavu, et au-delà, la réalité du déplacement, de l'insécurité et des difficultés persiste. Pour nous, l'urgence de cette initiative n'est pas théorique, elle est humaine. Nous signons cette déclaration de principe non pas comme un geste symbolique, mais comme un engagement politique, une réaffirmation des principes inscrits dans le droit international.
et récemment réitéré dans la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, une résolution appelant au retrait immédiat, inconditionnel et vérifiable de toutes les troupes étrangères du territoire souverain de la RDC. Nous sommes clairs sur le fait que dans la région des Grands Lacs, la paix doit venir en premier, suivie par la reconstruction de la confiance, et ensuite, seulement lorsque les conditions sont réunies, la réouverture prudente d'un chemin vers une coopération bilatérale significative. Trop d'efforts passés ont échoué, parce que le séquençage a été ignoré, et la responsabilité reportée. La paix et le développement ne peuvent pas reposer uniquement sur de bonnes intentions. Ils doivent être construits sur la responsabilité, des engagements clairs, des calendriers mesurables et des conséquences en cas de non-respect. C'est la seule façon de restaurer la crédibilité, non seulement entre les États, mais aussi auprès des populations qui attendent que la paix devienne une réalité. La signature de la déclaration de principe d'aujourd'hui annonce un nouvel espoir. Elle reflète la détermination des États-Unis à compléter et soutenir les efforts régionaux et internationaux. Cette initiative apporte de la responsabilité et tire les leçons difficiles des efforts passés qui n'ont pas abouti. Donc, la bonne nouvelle est qu'il y a de l'espoir pour la paix. La véritable nouvelle, c'est que la paix doit être méritée, et elle nécessitera du sérieux, de la transparence et de la sincérité. Nous saluons le leadership des États-Unis d'Amérique, un pays qui a montré un soutien indéfectible, des principes constants et de la détermination, dans les forums multilatéraux, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Monsieur le secrétaire, sénateur Rubio, je voudrais exprimer notre profonde gratitude. Docteur Boulos, également, vos vastes consultations à travers la région ont apporté nuance, profondeur et humanité à ce processus. Et votre présence aujourd'hui souligne que la diplomatie doit écouter, comprendre les expériences vécues de ceux qui sont le plus touchés et chercher des solutions durables. La République démocratique du Congo reconnaît et apprécie cet engagement des États-Unis. Nous sommes également encouragés par les initiatives soutenues par les États-Unis qui promeuvent des chaînes de valeur minérale sécurisées et une croissance économique inclusive. Ces efforts réaffirment que la paix et la prospérité sont indissociables. Chaque pas vers la stabilité est un pas vers la dignité, l'emploi et les écoles. C'est la promesse d'un investissement responsable et d'un partenariat fondé sur des principes avec la RDC, un pays non seulement en train d'émerger du conflit, mais aussi au cœur de la recherche de solutions aux défis mondiaux. À nos compatriotes, en République démocratique du Congo, en particulier à l'Est, nous savons que vous regardez ce moment avec inquiétude, avec espoir, et oui, avec doute. Et vous avez raison de le faire. Vous avez toutes les raisons d'attendre plus que des promesses. Vous avez droit à des actions à la hauteur des souffrances que vous avez endurées. Nous puisons notre force dans votre résilience, dans votre engagement pour la justice et dans notre croyance commune, inébranlable, que notre souveraineté et notre territoire ne sont pas négociables. Nous sommes une nation qui honore ses responsabilités et nous comprenons que l'histoire, la géographie et oui, peut-être même le destin, nous ont donné les voisins que nous avons. Les frontières que nous avons héritées, comme confirmées par l'Union africaine, sont permanentes et ne changeront jamais. Mais au-delà de ces lignes, se trouvent des histoires, des familles et des communautés qui nous lient ensemble. Cet héritage commun appelle à la maturité, à la retenue et à la sagesse de reconnaître que la paix n'est pas une faiblesse, c'est une force. Encore une fois, nous nous trouvons à un carrefour, avec la paix à portée de main. Et nous, la République démocratique du Congo, sommes déterminés à aller de l'avant en nous appuyant sur les leçons du passé. Nous nous tenons comme une nation dédiée à atteindre une paix durable. Nous accueillons le soutien d'un partenaire fort à nos côtés. Et j'exprime l'espoir solennel que toutes les parties saisiront cette opportunité, tout comme nous, la RDC, avons choisi de le faire. Merci. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le Ministre. Merci. Bon après-midi. Au nom du président Paul Kagame et du gouvernement du Rwanda, je veux commencer par remercier le président Donald Trump pour avoir permis un véritable changement dans la conversation sur la manière de résoudre la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, menant à la signature de la déclaration de principe aujourd'hui. Je remercie le secrétaire Marco Rubio et le gouvernement des États-Unis de nous avoir accueillis. Et je salue le rôle positif joué par le conseiller principal Massad Boulos et son équipe, ainsi que d'autres responsables, dans les progrès significatifs réalisés jusqu'à présent.
Aujourd'hui, nous parlons des véritables enjeux, des causes profondes, qui doivent être abordées pour parvenir à une paix durable dans notre région. Cela inclut, avant tout, la sécurité, ainsi que le retour des réfugiés. En outre, et c'est très important, nous discutons de la manière de construire de nouvelles chaînes de valeur économique régionales qui relient nos pays, y compris avec des investissements du secteur privé américain. Notre objectif est une région sécurisée, exempte d'extrémisme, ethnique, violent et bien gouvernée. En travaillant ensemble, notre région peut être un moteur de prospérité pour tous nos peuples et en effet, pour l'Afrique dans son ensemble. La déclaration de principe ouvre la voie à un accord de paix définitif, donnant un nouvel élan aux efforts en cours du processus dirigé par l'Afrique, sous l'égide de la Communauté d'Afrique de l'Est et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, ainsi que de la piste de Doha, facilitée par l'État du Qatar, où nous avons constaté des avancées importantes ces derniers jours. Notre objectif commun est de conclure un accord de paix global dès que possible. Mais il n'y a pas de raccourci ou de solution rapide. Et nous devons faire le travail difficile pour le réaliser, correctement, une fois pour toutes. Le Rwanda est engagé et nous sommes prêts à continuer de travailler ensemble avec tous les partenaires de cette initiative. Je vous remercie tous. Alors, j'aimerais pour commencer que tu nous parles un peu de cette déclaration commune entre la RDC et le Rwanda, cette déclaration de principe qui a eu lieu aux États-Unis. Je veux que tu nous donnes d'abord, je veux qu'on avance petit à petit, que tu nous donnes d'abord ton point de vue. Qu'est-ce que toi tu penses d'abord de ce deal de cette déclaration de principe qui pose des bases d'un processus de paix structuré, incluant des engagements fermes en matière de souveraineté, sécurité, coopération économique et régionale, retour des déplacés et des soutiens à la MONUSCO que le Rwanda et la RDC ont signé à Washington. Très bien, je comprends. Merci Maïs. Alors je vais y aller tranquillement, sans aller trop vite. Sur cette déclaration de principe signée à Washington le 26 avril 2025, ce qu'on peut dire d'abord, c'est que c'est un moment diplomatique important. Ce texte pose sur le papier des bases assez solides. Respect mutuel de la souveraineté, engagement sur la sécurité, retour des déplacés, soutien renouvelé à la MONUSCO et promotion d'une intégration économique régionale. Mon regard d'analyste, pour commencer, serait de dire qu'on est face à un texte ambitieux, bien rédigé, avec des engagements clairs, mais qu'il reste profondément dépendant de la volonté politique réelle des deux parties pour être mis en œuvre. Parce que dans l'histoire de la région, il y a eu plusieurs accords, Nairobi, Addis Abeba, Luanda, qui étaient aussi bien intentionnés, mais n'ont pas empêché la reprise des hostilités ensuite. Alors, pour te résumer mon point de départ, sur la forme, c'est une avancée, une formalisation très diplomatique avec l'appui des États-Unis, ce qui donne du poids. Mais sur le fond, la crédibilité de cette déclaration dépendra entièrement de la capacité des deux États à traduire ces engagements en actes, surtout sur des questions aussi sensibles que le retrait effectif des forces étrangères et le désarmement réel des groupes armés. Alors, veux-tu qu'on entre maintenant dans ce que cette déclaration peut signifier pour la situation sur le terrain, notamment à l'est du Congo? Avant d'en arriver là, j'aimerais aller dans les détails de ces trois déclarations. Je veux que tu commences par la déclaration des États-Unis, et que tu continues avec celle de la RDC et que tu finisses par celle du Rwanda. Mais dans ces trois déclarations, j'aimerais que tu me sortes un peu les nuances dans les mots utilisés. Si tu peux nous expliquer un peu c'est qui se cache derrière ou ce qu'on doit vraiment comprendre, parce que tous n'ont pas parlé le même langage. D'accord, Marius, très bonne approche. On va vraiment décortiquer tout ça tranquillement.
Je vais respecter ton ordre. D'abord les États-Unis, ensuite la RDC, puis le Rwanda, et je vais m'arrêter à chaque fois pour t'expliquer les nuances derrière les mots. Alors, sur la déclaration des États-Unis, prononcée par Marco Rubio, il faut d'abord dire que le ton est très institutionnel et économique. Rubio insiste énormément sur deux choses, la stabilité régionale et l'opportunité économique. À plusieurs reprises, il parle de développement économique à long terme, de chaînes d'approvisionnement responsables et de minéraux critiques pour l'industrie américaine. Ça veut dire quoi? Eh bien, derrière les grands mots de paix, il y a un vrai intérêt géopolitique. Sécuriser l'accès aux ressources stratégiques comme le cobalt et le lithium pour les entreprises américaines, tout en créant un environnement plus stable pour l'investissement. Quand il dit que la paix durable précède le développement économique, il pose une condition claire. Pas de mines sans sécurité. Et il place aussi l'initiative américaine comme un appui aux efforts africains, mais sans que les États-Unis soient perçus comme imposant leur vue. Ensuite, la déclaration de la RDC faite par la ministre congolaise est plus politique et beaucoup plus exigeante. Elle parle de retrait immédiat, inconditionnel et vérifiable des troupes étrangères, ce qui vise clairement le Rwanda sans le nommer frontalement. Et elle insiste lourdement sur la séquence. D'abord la paix, ensuite la confiance, et ensuite seulement une possible coopération économique. C'est une manière très habile de dire « nous, la RDC, nous ne sommes pas naïfs ». Nous ne sommes pas naïfs, tu veux dire. Continue. Oui, exactement, Marius. Quand la ministre congolaise insiste sur le fait que la paix doit venir avant la coopération économique, elle envoie un message très clair. Nous ne sommes pas naïfs. Nous avons appris des erreurs passées. Autrement dit, le Congo refuse de se précipiter dans des accords commerciaux ou des partenariats tant que la situation sécuritaire ne sera pas véritablement stabilisée. Il y a aussi cette insistance sur des engagements mesurables, des responsabilités claires et des conséquences en cas de non-respect. Ça veut dire que la RDC veut éviter que cette déclaration reste un simple document sans effet concret, comme ce qu'on a vu après plusieurs autres sommets avant celui-ci. Et puis, il y a aussi quelque chose de plus émotionnel dans le discours congolais, un appel direct aux populations de l'Est. La ministre parle aux déplacés, aux gens qui ont souffert. Ça montre que la pression intérieure est très forte sur Kinshasa pour obtenir des résultats réels, pas juste des signatures en grande pompe. Maintenant, passons à la déclaration du Rwanda. Là, le ton est assez différent. Le ministre rwandais parle de causes profondes du conflit, du retour des réfugiés, de la lutte contre l'extrémisme ethnique et de construire des chaînes de valeur économiques régionales. Il met beaucoup plus l'accent sur la sécurité et l'intégration économique, mais il ne parle quasiment pas du retrait des troupes ni des groupes armés comme le M23. Et ça, c'est une nuance importante. Le Rwanda reconnaît l'importance d'un accord de paix, mais il centre le débat sur des éléments plus vagues, comme l'amélioration générale de la sécurité et l'investissement, sans vraiment s'engager explicitement sur les accusations de soutien au M23 ou sur un retrait militaire concret. Donc, pour résumer les nuances, les États-Unis parlent en langage stabilité et affaires. La RDC parle en langage sécurité strict d'abord, justice pour les populations et souveraineté non négociable. Le Rwanda parle en langage sécurité régionale et prospérité économique, mais en restant très évasif sur sa propre responsabilité dans le conflit. Veux-tu maintenant qu'on avance sur ce que cela peut signifier stratégiquement pour la suite des événements? Vas-y. Parfait, Marius, j'enchaîne. Alors, stratégiquement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la déclaration de principe est une étape, mais pas une garantie de paix. Il y a plusieurs choses qui vont se jouer à partir de maintenant. D'abord, pour la RDC, le grand défi sera d'obtenir des gestes concrets du Rwanda, c'est-à-dire un retrait visible et vérifiable des éléments du M23 et des garanties de non-ingérence. Kinshasa ne pourra pas se permettre de vendre cette déclaration à son opinion publique sans preuve sur le terrain, surtout avec la pression énorme de la population de l'Est qui a déjà beaucoup souffert.
S'il n'y a pas de résultat rapide, la crédibilité du gouvernement congolais sera mise en cause. Pour le Rwanda, la stratégie est plus subtile. Kigali cherche à légitimer sa position régionale, à continuer d'assurer la protection de ses intérêts à l'est du Congo, notamment des populations tutsi congolaises, tout en réintégrant la dynamique économique régionale avec le soutien des États-Unis. En clair, Kigali veut se repositionner comme un acteur incontournable, pas comme un agresseur. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont facilement céder sur la question du M23. Et les États-Unis dans tout ça. Ils jouent un rôle de garant extérieur, mais avec leurs propres priorités. Ils veulent sécuriser l'accès aux minerais stratégiques et éviter une guerre régionale qui déstabiliserait tout le business. Ils pousseront donc pour des résultats rapides, mais ils ne s'engageront pas militairement. Et leur poids est surtout diplomatique et économique. Le gros risque dans ce contexte, c'est que si le processus avance trop lentement, ou si l'une des parties commence à jouer un double jeu, la situation pourrait très vite dégénérer à nouveau. Le M23 est toujours sur le terrain. Les FARDC sont sur les dents. La méfiance reste énorme. Donc, pour être clair, le processus est engagé, mais il est extrêmement fragile. Chaque mot compte, chaque geste va être surveillé. Et la réussite ou l'échec dépendra de la capacité des deux parties à respecter les engagements sans tomber dans les provocations ou les faux semblants. Veux-tu maintenant qu'on parle des acteurs cachés ou discrets autour de cet accord, comme par exemple Eric Prince ou d'autres intérêts américains? On va revenir sur ça tout à l'heure. Nous allons revenir sur ça tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on fasse un peu un petit parallélisme entre ce qui se discute à Washington et ce qui se discute à Doha. Est-ce que j'aurais raison de penser que le gouvernement congolais à Doha ne veut pas être en face des rebelles, donc gouvernement contre rebelles, raison pour laquelle ils choisissent de continuer à discuter avec le Rwanda sur le plan ministériel à Washington, ou bien quelque part tu penses que les deux négociations peuvent se rencontrer, parce que je ne vois pas vraiment comment est-ce que les deux vont se rencontrer quelque part. Essaie de m'expliquer un peu ce parallélisme, s'il te plaît. Très bonne question, Marius, vraiment au cœur des dynamiques actuelles. Laisse-moi t'expliquer ça simplement, mais en allant en profondeur. Alors d'abord, oui, tu as tout à fait raison sur un point fondamental. À Doha, le format est pensé pour parler avec les rébellions, notamment le M23 AFC, mais le gouvernement congolais refuse absolument d'être mis sur un pied d'égalité politique avec eux. Dans l'esprit de Kinshasa, le M23 est un groupe terroriste ou criminel, pas un interlocuteur politique légitime. Le reconnaître directement comme partie à une négociation, ce serait lui donner un statut politique, ce que la RDC veut éviter à tout prix. C'est pourquoi, à Washington, dans la déclaration de principe, le dialogue se fait au niveau étatique. Gouvernement de la RDC contre gouvernement du Rwanda. L'idée ici est, le problème, c'est le Rwanda qui soutient le M23. Donc réglons ça directement entre États souverains. Donc Washington sert à dépolitiser ou contourner la reconnaissance officielle du M23 comme acteur. Maintenant, est-ce que les deux processus peuvent se rencontrer? C'est compliqué, mais pas impossible. À Doha, les négociations sont plus techniques, presque sécuritaires. Désarmement, réintégration des combattants, amnistie sélective, retour des réfugiés, c'est du travail de fond, très délicat, souvent avec l'appui de médiateurs comme le Qatar. Pendant ce temps, à Washington, on règle les grandes lignes politiques. Respect de la souveraineté, fin du soutien militaire aux groupes armés, construction d'un cadre régional. Donc, dans le meilleur des scénarios, Washington définit la volonté politique au sommet, pendant que Doha règle les détails pratiques sur le terrain. Mais attention, et là c'est important, si Washington échoue à créer une vraie dynamique de confiance entre la RDC et le Rwanda, alors Doha est condamné à l'échec aussi. Parce qu'on ne peut pas démobiliser le M23 si derrière, le soutien rwandais continue ou si Kinshasa refuse de reconnaître toute forme de négociation. Donc pour résumer ton intuition, Marius, oui, la RDC veut éviter une confrontation directe gouvernement-rébellion. Oui, Washington sert à sécuriser les grandes garanties politiques. Et oui, pour que Doha réussisse, il faudra une synchronisation, même tacite, entre ce qui est signé par les gouvernements et ce qui est discuté avec les groupes armés.
Alors Marius, pour surveiller si Washington et Doha commencent à se rejoindre réellement, il y a quelques signaux très précis qu'on peut observer. D'abord, le désengagement militaire. Si sur le terrain, le M23 commence à reculer de certaines positions stratégiques, Goma, Bunagana, Rutshuru, de manière visible, ce serait un signe que derrière Doha et Washington, des ordres ont été passés au M23, probablement via Kigali, pour baisser la pression. Parce que soyons clairs, le M23 ne bougera pas seul. S'il commence à reculer, c'est qu'il y a une pression combinée, diplomatique et sécuritaire. Ensuite, des gestes humanitaires. Si, dans les prochaines semaines, on voit un retour organisé de déplacés vers leur village d'origine dans des zones que le M23 contrôlait, ce sera un autre signal que Doha produit des effets, même sans grande publicité. Parce que le retour sécurisé des déplacés est un élément clé discuté à Doha. Troisièmement, la dynamique des prisonniers et des amnisties. À Doha, il est question de négocier des amnisties partielles pour certains combattants ou des libérations de prisonniers. Si la RDC annonce, même discrètement, des mesures de clémence envers certains anciens du M23, cela indiquera que Kinshasa accepte, au moins partiellement, de jouer le jeu de la démobilisation. Quatrièmement, la création de commissions mixtes RDC-Rwanda. S'il y a des annonces sur des commissions conjointes pour suivre la sécurité aux frontières ou le désarmement, ça veut dire que les processus politiques de Washington et les opérations pratiques de Doha commencent à se synchroniser. Mais soyons lucides, le plus grand danger, ce serait que Washington avance sur le papier, mais que sur le terrain, les combats continuent ou empirent. Dans ce cas, Doha deviendrait vite inutile, car son dynam pas soit bomber. Donc vraiment, ce qu'il faut surveiller dans les prochains jours et semaines, ce sont des gestes visibles et pas seulement des promesses dans les discours. Les États-Unis ont le levier financier et diplomatique. Ils peuvent récompenser ou sanctionner le Rwanda et la RDC selon leur comportement. Ils poussent pour stabiliser vite, pour protéger leurs investissements miniers. Le Qatar, lui, agit en médiateur discret. Il facilite le dialogue à Doha sans prendre parti, mais il n'a pas le même poids de pression que Washington. Il offre surtout une plateforme neutre pour avancer sur les aspects techniques du désarmement. En résumé, Washington pousse à la vitesse et à la pression politique. Doha cherche à avancer calmement, par la confiance. Veux-tu que je te trace maintenant en quelques mots les 3 scénarios possibles pour les semaines qui viennent? Allez, je vais voir si tu peux prédire des choses. Mais vas-y, tu es analyste, tu peux analyser. Qu'est-ce qui peut arriver dans les semaines qui viennent? Vas-y. Très bien, Marius, je me lance. Je vois 3 grands scénarios possibles dans les semaines à venir. Premier scénario, optimiste. Le Rwanda fait quelques gestes visibles, retrait partiel du M23, apaisement des tensions pour sauver le processus. La RDC accepte d'aller plus loin à Doha sans reconnaître directement le M23. Un projet d'accord de paix est rédigé avant l'été. Ce serait une dynamique positive, mais fragile. Deuxième scénario, intermédiaire. Les discussions traînent. Sur le terrain, il y a des escarmouches, mais pas de guerre ouverte. Washington pousse fort pour maintenir l'apparence du processus en vie, pendant que Doha peine à avancer. Le risque ici, c'est une paix de façade sans vraie désescalade militaire. Troisième scénario, pessimiste. Échec de Doha, rupture de confiance à Washington. Reprise massive des combats à l'Est. Chaque partie accuse l'autre d'avoir saboté le processus. Et à ce moment-là, toute la région des Grands Lacs pourrait replonger dans une crise majeure avec un risque d'internationalisation. Voilà, en toute clarté, veux-tu que je te dise aussi rapidement quels signes il faudra guetter pour savoir dans quel scénario on est en train d'entrer? Vas-y, sois bref. Ah, j'adore ton énergie, Marius. Alors allons droit au but. Pour savoir dans quel scénario on bascule, il faudra surveiller. 1. Le mouvement militaire sur le terrain. Si le M23 se replie, c'est un bon signe. S'il avance ou reprend des villes, on file droit vers le scénario pessimiste. 2. Les annonces diplomatiques. Si Washington ou Doha annoncent un accord intérimaire, c'est que les choses avancent. S'il n'y a que des silences ou des démentis, c'est mauvais signe. 3. Les gestes humanitaires. Si les déplacés commencent à rentrer en sécurité, c'est que le climat s'améliore. Sinon, c'est que la situation reste bloquée ou empire. Et tout ça peut se jouer en quelques semaines, pas plus.
Tu veux que je te dise aussi en une phrase qui pourrait saboter tout ce processus, même s'il semble bien parti. Vas-y en une phrase. Celui qui peut saboter tout ce processus, Marius, c'est le M23 lui-même. S'il décide de refuser un désarmement sans garantie politique solide, ou s'il est secrètement encouragé par des éléments à Kigali à continuer la pression militaire. Ça, c'était plus qu'une phrase. Hein. Ah, tu as raison, Marius. Alors, en une vraie phrase cette fois. Non, ça va. Le M23 est le facteur le plus imprévisible qui peut faire tout exploser. Voilà. Vous avez donc suivi Cocorico sur cette déclaration de principe entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique à Washington il y a quelques jours. Et donc ces deux pays se sont engagés le 26 avril à Washington à présenter un avant-projet d'accord de paix commun d'ici le 2 mai. Vous avez suivi l'analyse. C'est à vous de prendre ce que vous allez prendre. Je pense que Cocorico n'est pas mal comme analyste politique. Il maîtrise la situation en République démocratique du Congo, toujours disponible.